Et bonsoir, et merci beaucoup pour les présentations en plural. Je vais faire un petit expériment aujourd'hui. J'espère que ça passe acceptablement. Et je vais faire un récit d'envie d'une personne concrète. Et je vais essayer si ce récit de vie peut faire voir une généalogie partielle de certains mouvements militantistes d'action directe en relation avec l'écologisme. Et nous savons que je vais lire parce que le français, ce n'est pas ma langue maternelle, comme on peut voir. Et je vais lire, mais s'il y a des questions après, on peut discuter quel que soit. Et nous savons que les jeux n'existent que par son récit. Nous partirons donc dans de ces récits pour cette présentation. La conférence d'aujourd'hui est en quelque sorte, comme j'ai déjà dit, une expérience méthodologique et narrative. Et nous y retracerons les parcours militants de Jay Jordan, du mouvement anti-roads des années 80, 1990s, 1990, oui, en Grande-Bretagne, à son engagement dans la ZAD ici à France. La méthode biographique se rattache à la tradition de l'histoire de l'art, si ça veut fonctionner. Okay. La méthode biographique se rattache à la tradition de l'histoire de l'art, reliant vie et œuvre, remontant aux vies de Vasari, et elle aussi en même temps est reliée à ce que l'on appelle les histoires de vie issues de la psychologie sociale, et au-delà de raconter l'existence individuelle d'une personne, se suppose également une manière de communiquer la réalité qui nous endure, puisque dans chaque récit biographique convergent des événements personnels et sociaux qui nous permettent de lire l'histoire sociale. Ici, le récit de Jordan sera à la fois l'histoire de ses expériences, mais aussi une généalogie particulière du mouvement écologiste, avec une attention particulière donnée au mouvement faisant obstacle à la construction des grandes infrastructures. Abandonnant toute prétention d'objectivité, ce travail se fonde sur une série d'entretiens approfondis dont le point de départ est l'idée de que toute historiation est inévitablement un point de vue. John Jordan est né à Paris le 18 février de 1965, de parents britanniques. Son père travaillait pour l'OTAN suite aux inquiétudes suscitées par la guerre nucléaire. Et sa mère, bien que n'exerçant pas de profession, était peintre et avait été influencée dans son enfance par William Morris. Jordan commence parfois le récit de sa vie par un moment précis, apprenant que son père est mort d'un cancer de la peau. Et alors, enfant, elle réagit en vomissant. Plus tard, à l'adolescence, Jordan s'identifie au mouvement des New Romantics, faisant la fête le soir avec la bande de Boy George. Et à l'université, suivant son élan créatif, il suit des études de théâtre et d'histoire de l'art, sans toutefois les finir. Pendant un an, il fuit la ville et s'enferme dans les grenières d'une maison dans les bois, réalisant une performance intitulée I Icarus. À son retour, il s'inscrit aux Beaux-Arts de Sheffield et son travail de fin d'études là, ici on peut le voir, s'intitule Ritual Bodies and Protest et est lié aux révolutions de 1989. Jordan fait lui-même partie d'un collectif artistique, Platform, qui, dans la ligne de la sculpture sociale de Boys, cherchait à mêler art, politique et pédagogie. Au cours de ces années, Jordan réalise des performances de body art influencées par des artistes comme Chris Borden, mais se sent frustré en tant qu'artiste. Dans le cercle des galeries londoniennes, ce sont toujours les mêmes personnes qui viennent le voir. Et par contre, lors de ses actions dans la rue, les passants soit les prennent pour un fou, soit engagent des discussions stériles sur les raisons pour lesquelles ce qu'il fait peut ou non peut être considéré comme grave. Jordan ne peut pas discuter la signification de ces grands mots, mais avec ses actions, veut parler de la société, du capitalisme, de la crise écologique, de la mort.
À cette époque, il lit avec intérêt des articles et des livres sur le groupe d'Action Directe et anarcho-écologiste Earth First, dont les pratiques sont basées sur des actions de sabotage et de blocage, s'opposant généralement à la machine en tant qu'entité non naturelle. Jordan affirme être déjà politisé à l'époque, mais lui manque un mouvement auquel se rattacher. L'accès aux collectifs militants s'ouvrira alors une série de campagnes d'opposition à la construction de nouvelles routes. En 1989, sous le nom de Roads for Prosperity, le gouvernement de Margaret Thatcher présente un plan mégalomane de construction de routes dont héritera son successeur John Major. Ce projet déclenche à l'époque un fervent mouvement écologiste qui, à partir de 1982, prendra la forme de campements installés sur les terrains où devront être construits les futures autoroutes, afin, par leur seule présence, d'enfreiner la construction. Un répertoire d'actions, en partie lié à Earth First, se banalise alors. Camper, s'enchaîner à des machines et fabriquer des cabanes dans les arbres ont constitué leur vocabulaire politique. Bien qu'il ait commencé à la campagne, ce mouvement est également devenu actif en ville lorsqu'il commence à construire l'autoroute M11, impliquant non seulement le rasage d'une forêt centenaire, mais aussi la destruction des arrondissements londoniens de Leytonstone, Leyton et Wanstead, comme on peut voir dans ces maps, en déplaçant leurs habitants par la force. Le mouvement contre l'autoroute M11 lors s'est développé et a connu différentes phases et temps forts. Le 15 mars de 1994 débute l'opération Roadblock, un programme de 6 semaines d'action directe quotidienne. Et pour l'organiser, il téléphone à tous ceux qui pouvaient être intéressés pour y participer. Un an plus tôt, Jordan avait commencé à travailler comme professeur à l'université de Sheffield, où il avait fait les études de beaux-arts. Et à un moment donné, il avait donné son numéro de téléphone pour se porter volontaire pour la campagne contre la M11. Quand il se présente, il le fait en compagnie d'environ 2000 personnes. En tant que membre de ce nouveau groupe d'arrivants, il reçoit une petite formation sur le travail de sabotage, juste avant d'aller à l'action. Jordan parle de ce moment comme une grande révélation qui probablement a changé le reste de sa vie. Et je le cite. Tot en matin de 1994, j'ai escaladé 1994 again, sorry. Comment era? 1994. J'ai escaladé un mur surmonté de vitres brisées et alors tout a changé. Pour la première fois, j'ai mis mon propre corps sur les chemins d'un bulldozer. Soudain, l'idée d'un art vivant a pris un sens complètement différent. Le pragmatique a fusionné avec le poétique, le performatif avec le politique. Placer mon corps directement entre les roues dentées de la machine, comme point de résistance au flux d'énergie, n'était pas seulement ludique, c'était aussi profondément efficace. Pour Jordan, le passage de la performance à l'action directe suppose la résolution d'une contradiction. Alors que la performance peut être liée à une crise de la représentation artistique, du temps que les machines et les arts mimétiques puissent véritablement appréhender la réalité, l'action directe est liée à une crise de la représentation politique qui ne croit pas que les politiciens professionnels puissent transmettre les désirs du peuple. Jordan parle d'un apprentissage, et je le cite encore une fois. J'ai appris un nouvel art, l'art de l'action directe, un art qui m'accompagnera tout au long de ma vie. Dans la lutte contre la route M11, ici on peut voir ces premières actions de désobéissance dans la M11. Et ici, c'est le propre Jordan qui est dans la machine. Et dans la lutte contre la route M11,
Jordan est également familiarisé avec les espaces créés par le militantisme et ses formes de créativité. En 1994, il ne restait plus qu'une rangée de maisons sur Claremont Road, dans la rue de la M11, n'ayant pas été démolie sur les 350 d'origine. Une communauté dissidente y a vu le jour. Une maison d'artistes, de café, une scène, un atelier de vélo et un point d'information y ont été installés. Le sol a été décoré, les sculptures se sont multipliées et des petites maisons ont été construites dans les arbres. Les murs, les fenêtres et les sols sont recouverts de peintures murales, de graffitis, de papier peint et de bouchards. On peut voir ici quelques images. Pour Jordan, cette explosion de la création collective est liée à l'idée même de changement social. Et il disait que pour moi, une situation révolutionnaire est une situation dans laquelle chacun peut poursuivre ses passions et sa créativité sans contrainte. Et à Claremont Road, tout le monde pouvait avoir une passion et y mettre en pratique sa créativité, la rendant ainsi tangible. Peu importe que ces personnes se considèrent comme des artistes ou comme n'importe quoi d'autre. Jordan voit la créativité de la protestation comme l'aboutissement de la promesse de l'avant-garde de fusionner l'art et la vie. À cette époque, de nombreux participants faisant référence à cet espace comme une zone autonome temporaire ou TATS, faisant ainsi allusion au concept de Hacking Bay. Selon cette poète anarchiste, la TAS est un environnement anarchique qui ne recherche pas la permanence, mais maintient sa pureté émancipatrice en changeant continuellement de lieu. Pour Jordan, si l'utopie est une sorte de carte, Claremont Road se trouverait sur les bords sauvages de celle-ci, sur les rivages sauvages et inexplorés de l'utopie. L'enclave qui a émergé de la protestation a généré un réservoir de liberté absolue et de flagrante dissidence. Suivant cette dimension conflictuelle, beaucoup de ces éléments esthétiques avaient une utilité pratique à l'heure de la confrontation avec la police. Peu avant le début de l'expulsion, les résidents de Claremont Road avaient volé toutes sortes d'échafaudages pour construire une grande tour. Contre des couleurs vivantes et baptisée comme Dolly's Tower, elle s'élevait à une trentaine de mètres de haut et était devenue une icône de la protestation. Le nom de la tour est un hommage à Dolly Watson, une femme de 92 ans qui refusait de quitter sa maison de Claremont Road où elle y avait passé toute sa vie. La tour s'inspire également dans un conte pour enfants, The House That People Built, dans laquelle le personnage principal, menacé par des promoteurs immobiliers, échappe en escaladant une tour qu'il a érigée sur le toit de sa maison qu'il a lui-même construit. Fin de 1994, alors que l'expulsion de Claremont Road est en cours, de la musique de la rave est diffusée du haut de la tour, transformant l'intervention de la police en une fête provocante. Selon les mots de Justin, l'un des militants, on pouvait voir la confusion se refléter sur les visages de tous ces policiers. Quel pur défi et quelle théâtralité dans tout cela. La police était là avec ses matraques et nous dansions. Selon Justin, l'un des sens du militantisme est de parvenir à amener un milliard de personnes à regarder une scène. Et aussi, on peut voir, malgré cette personne en train de regarder une scène sur le site. Et malgré son implication dans la campagne contre la rue M11, Jordan observera l'expulsion en dehors du périmètre, côté spectateur. Caroline, sa compagne de l'époque, était en train d'accoucher. Au milieu de la nuit, alors que la rue était expulsée, leur fils Jack est né. Cependant, le vécu de Jordan à Claremont Road sera déterminant pour ses prochaines expériences et pour le rôle qu'il jouera dans d'autres mouvements sociaux. Jordan se rend compte de l'efficacité de l'action directe,
car même si la M11 fut construite, les 700 autres projets de construction de routes furent abandonnés. Jordan explique également comment le fait d'être père l'a profondément et irréversiblement politisé. Concernant l'histoire des mouvements sociaux, le squat de Claremont Road est lié à l'origine des fêtes illégales organisées par les groupes Reclaim the Streets dans les années suivantes. Formé à l'origine en 1991, ce collectif d'action directe écologiste s'est réformé en 1995. Au cours de la seconde moitié des années 1990, il a pris pour modus operandi l'organisation des grandes raves paralysant la circulation urbaine et créant des moments de fête libres et désobéissante. Jordan raconte comment les rues étant des biens communs urbains qui avant été privatisés par la voiture, et nous allions les reconquérir pour les gens et nous les ferions en rendant la politique vraiment amusante. Voilà à quoi peut ressembler une rue quand les gens remplacent les machines. L'engagement de Jordan dans le militantisme ne cesse de croître et il décide de quitter le collectif artistique Platform. Son intention n'est pas de quitter l'art, mais plutôt de l'étendre au domaine de la contestation. Entre-temps, l'influence du zapatisme, ici on peut voir cette grande raves, et entre-temps, l'influence du zapatisme mexicain entraîne une coordination croissante des mouvements sociaux dans les années 1990. Après avoir assisté à la rencontre zapatista en 1997, Reclaim the Streets décidait de commencer à organiser des fêtes coordonnées dans différents pays. Le 18 juin de 1999 a lieu le plus important, le carnaval contre les capitales, voulu comme une journée internationale de protestation, d'action et de carnaval dirigée vers le cœur de l'économie mondiale, le centre et les quartiers financiers. À Londres, les festivités ont lieu comme il se doit dans les quartiers financiers de la City. Cette année-là, Jordan se sépare de la mère de son fils, qui ne fait pas partie des cercles militants. Ils se rend au carnaval, 7 jours de carnaval contre les capitales, habillés en secrétaire, en costume avec une veste et des talons hautes. Si ce déguisement permet de ne pas être identifié par la police, ce moment de carnaval et d'insurrection lui donne aussi une excuse pour s'habiller en femme, une expérience libératrice. La journée rencontre un succès inespéré et inspirera les futurs organisateurs du blocage de l'Organisation mondiale du commerce à Seattle. La foule dansante occupe les quartiers financiers pendant 2 heures. Ça, c'est le carnaval. Les militantes, dont nous ne savons pas encore à cette époque, mais la police connaissait tous les mouvements par les biais d'un agent infiltré qui se faisait appeler Tim Sutton. Au début des années 2000, Jordan participe au rythme frénétique militant que les médias ont appelé les mouvements altermondialistes. Il s'agit en partie d'une histoire mieux connue, allant des manifestations contre l'Organisation mondiale du commerce à Seattle en 1999, au meurtre, ici on peut voir aussi les tortues à Seattle, au meurtre par la police du militant Carlo Giuliani lors des manifestations des jeunes à 2001. En 2001, Jordan va en Argentine et reçoit de plein fouet l'influence des mouvements liés au cacerolazo. Enregistrant certains moments emblématiques pour un film intitulé Entre révolution et carnaval, Naomi Klein lui offre un poste de caméraman pour le film The Take. Jordan quitte alors son emploi de professeur à l'université de Sheffield et petit à petit coupe les liens qui le relient encore au monde de l'art. Au début des années 2000 et pendant environ 3 ans, Jordan entretient une relation avec une des organisateurs du contre-sommet de Seattle. Ensemble, au sein d'un collectif appelé Notes from Nowhere,
Il publie les livres We Are Everywhere, un recueil de textes sur les différents collectifs et visions du mouvement altermondialiste. En 2004, une chercheuse française lui demande un entretien pour parler du mouvement dans lequel elle est très impliquée sur les plans professionnels et personnels, car elle souhaite s'engager en tant que militante. Elle s'appelle Isabelle Frémaux, est éducatrice radicale et professeure à l'université de Birkbeck. Au lieu de faire cette interview, ils tomberont amoureux. La même année, avec un autre ami, ils forment un collectif appelé le Laboratoire d'imagination insurrectionnelle. Se situant entre performance et pédagogie, protestation et poésie, leur site web le décrit ainsi. Le laboratoire d'imagination insurrectionnelle longe la ligne de crête entre l'art et l'activisme depuis 2004. Nous réunissions artistes et activistes pour co-concevoir et déployer des formes créatives d'action directe qui se veulent aussi joyeuses qu'elles sont politiquement efficaces. Création et résistance, protestation et proposition sont les brins d'ADN de notre pratique. Que ce soit lors de formation ou de l'organisation d'action, les modèles horizontaux de relations et d'organisation sont au cœur de notre travail. Pour nous, l'art, comme le communisme, est simplement une discipline d'attention. Et jamais nos mondes n'ont eu autant besoin quand leur accord de soins et attention. Le laboratoire explore ensuite la créativité militante dans différents contextes. En 2006, Jordan et Frémaux participent au premier Climate Action Camp. Apparu en début en Angleterre, ces camps sont installés illégalement sur des sites d'infrastructures néfastes au climat, comme centrales au charbon, projets de pistes d'aéroports, et par le biais d'ateliers d'action directe et de modes de vie alternatifs, tentent de montrer que l'origine de la crise climatique se trouve dans le capitalisme. Suivant les principes de la politique préfigurative, leur propre organisation cherche à créer dans le présent le monde auquel ils veulent parvenir. L'électricité vient de l'énergie propre, la construction est réalisée à l'aide de matériaux recyclés et dans la vie quotidienne, ils utilisent des toilettes sèches ou des machines à laver à pédale. Ici, c'est un projet de laboratoire dans les camps de Heathrow. Et dans la vie quotidienne, ils utilisent des toilettes sèches ou des machines à laver à pédale. Les camps sont souvent divisés en quartiers, prenant des décisions par consensus, qui sont ensuite partagées en assemblée générale. En 2007, Frémaux et Jordan sont si intensement impliqués dans le Climate Camp de Heathrow qu'ils ont à peine le temps de travailler sur le scénario d'un film qu'ils préparent, comme Paula, Ali et Maria, et depuis des mois. Avant même le début du camp de Heathrow, Frémaux et Jordan avaient été chargés d'écrire un livre pour les éditions Son la découverte sur la construction des communautés alternatives. Tous les deux voulaient déjà quitter Londres, vivre en communauté, déserter la logique métropolitaine et ne plus être complice de la machine de gentrification, rôle inévitable pour tout travailleur culturel vivant en métropole. Ça, c'est les paroles de Jordan. Ce travail de commande a été l'occasion de faire un voyage de 6 mois, au cours duquel ils ont visité 11 projets différents à travers l'Europe et y ont beaucoup appris. Les résultats étaient un livre et un film intitulé Les Sentiers de l'Utopie, dont voici c'est la photographie. L'expérience de Les Sentiers de l'Utopie leur donne le courage de quitter Londres. 2011, l'année de la publication du livre et de la sortie du film, était une période complexe car l'infiltration de la police dans Reclaim the Streets et d'autres groupes militants devient publique. Il est devenu public dès 2010 approximativement. Cette année-là également, différentes versions du mouvement Occupy se répandent à travers le monde, occupant les places centrales de la ville avec des campements éphémères et des grands rassemblements. Isabelle Frémaux y participe activement à Londres, mais pas Jordan, qui vivait depuis un certain temps une sombre période
faite de tristesse et de désespoir. Ici, c'est les policiers infiltrés. Crise et transformation peuvent aller de pair. Frémaux quitte son emploi à Birkbeck et ils vendent leur appartement londonien et stockent toutes leurs affaires dans une box. En 2011, ils déménagent sur un terrain en Bretagne, en France, pour vivre au sein d'une communauté qu'ils baptisent comme la Ronce. Leurs nouveaux compagnons de la communauté font partie du groupe qui avait organisé les premiers camps d'action climat en France en 2009 pour lutter contre la construction d'un aéroport dans la région de Notre-Dame-des-Landes. Ici, c'est un peu des images de la Ronce. Je vais parler plus rapidement que le PowerPoint. Si on peut voir cette communauté de la Ronce, ça c'est les youth où habitaient Jordan et Isabelle Frémaux. Ici, c'est une photo de comment. Et leurs nouveaux compagnons de la communauté, comme j'ai déjà dit, faisant partie du groupe qui avait organisé les premiers camps d'action climat en France en 2009 pour lutter contre la construction d'un aéroport dans la région de Notre-Dame-des-Landes, comme beaucoup de vous connaissez. Si l'opposition à la construction de l'aéroport avait déjà commencé en 1973, les Climate Action Camp de 2009 aura une importance fondamentale. En 2009, les membres du collectif Les Habitantes qui résistent, composé de familles qui allaient être expropriées et qui étaient favorables à l'action directe, lisaient une lettre ouverte appelant à squatter le terrain où devait se situer l'aéroport et à s'installer dans les bâtiments vides. Le collectif soutient que pour défendre un territoire, il faut l'éviter. En réponse, quelques 25 personnes décident de rester. Et au fil des années, ils créent des liens avec des agriculteurs qui vivaient là auparavant. Ils construisent des cabanes, squattaient des fermes, plantant des jardins et ouvraient des boulangeries. L'endroit, comme beaucoup d'entre vous le savez, prendra le nom de la ZAD. L'acronyme de la ZAD est une appropriation de la désignation gouvernementale, son d'aménagement différé, indiquant un espace à utiliser pour le développement futur d'infrastructures. Les habitants de la communauté n'ont toutefois voulu fixer une signification unique à l'acronyme. Zone à défendre ou zone antidépressive sont quelques-uns de leur développement. Une autre est la zone d'autonomie définitive, qui reprend l'idée de la zone d'autonomie temporaire énoncée par Hassan Bey. Contrairement à ce dernier, la ZAD s'y recherche la permanence. L'histoire du territoire est également marquée par la relation avec la police. Lorsque l'opération César expulse et détruit violemment le site en octobre de 2012, quelques 200 comités de défense locaux se forment à travers la France et des manifestations ont lieu dans tous les pays. Les habitants de la communauté militante avaient publiquement déclaré qu'en cas d'expulsion, les habitants de la ZAD reviendront dans un délai d'un mois. Le 17 novembre de 2012, 400 tracteurs arrivent avec des matériels de construction et des volontaires. Quelques 40 000 personnes venues de toute France ont travaillé à la reconstruction et à la construction de nouvelles structures. Jordan et Frémaux, dans leur nouvelle communauté, se trouvent à la proximité de la ZAD. En 2012, en réponse à l'appel, ils viennent eux aussi, et avec leur collectif La Ronce, ils construisent une énorme salle de bain qu'ils ont appelée les Black Blocs sanitaires. Ils y ont fabriqué des toilettes sèches et un jacuzzi chauffé par le feu par en dessous. Jordan se souvient de la construction comme un moment d'exubérance communautaire et raconte que pendant les travaux de construction, une personne s'est promenée avec un plateau proposant des huîtres fraîches. Ça, c'est le luxe communal. À la fin du week-end, les activistes avaient collectivement érigé la Châtaigne, un hameau créé pour les visiteurs comprenant 5 dortoirs, une cuisine commune, une taverne, des ateliers de forge, une poste de première secours, des salles de réunion et des toilettes. 4 jours plus tard, la police tente de les déloger
et une lutte s'ensuit, au cours de laquelle des balles en caoutchouc et des grenades sont lancées. Un groupe de médecins bénévoles écrit alors une lettre ouverte dans laquelle ils déclarent avoir vu des blessures de guerre et craignent que des personnes soient tuées. Les forces de l'ordre finissent par se retirer et un nouveau réseau régional d'organisations agricoles contre l'aéroport entourne la châtaigne d'une cinquantaine de tracteurs. Par la suite, pendant 6 ans, la police ne reviendra pas dans la ZAD qui s'autogouverne sans autorité extérieure, pas sans conflit naturellement. La chaîne de télévision BFM TV décrit la ZAD comme étant une utopie qui pourrait devenir réalité. Depuis 2009, et ici c'est une place importante, je retournerai plus tard ça, depuis 2009, les structures se multiplient, façonnant toute une vision du monde. Beaucoup d'entre vous sont peut-être passés par là, et je serais intéressée de s'écouter. Et on y trouve un moulin, une salle de fête, une brasserie, une cabane dans un arbre en forme de volière, un studio de rap, un journal hebdomadaire, une forge, une hackerspace, un jardin de plantes médicinales, une cabane flottante pour faire l'amour, des tours en bois sur la route, des vergères et des arbres fruitiers, un espace pour les sans-papiers, une cabane non mixte pour les femmes et les LGTBI+, une salle de concert, une serre, ou encore une grange appelée les granges du futur. Par sa présence même, la ZAD protège les bocages, un écosystème complexe composé d'une damier de terres agricoles et de forêts, rivières, lacs, de 122 km de haies plantées à l'origine pour diviser les champs. Cet espace semble pouvoir offrir les possibilités d'une communauté rebelle maintenue dans le temps. Ici, on peut voir une série photographique de photographes Immoglink sur la ZAD. De leur côté, en 2015, Frémaux et Jordan ont de plus en plus le sentiment que la RONS, leur propre communauté, est en train de devenir une simple communauté alternative, pas assez engagée dans la lutte politique. J'aimerais bien, c'est plutôt avec les vaches comme habitantes anonymes. Lors de la conférence de Paris sur le climat de 2015, où ils organisent The Climate Games, ils rencontrent d'autres militants désirant vivre sur la ZAD, qui les invitent à mettre en œuvre une idée dont ils avaient discuté des années auparavant, à savoir construire un espace d'accueil pour la ZAD. En 2016, Frémaux et Jordan troquaient leur yurte pour une caravane et s'installent dans un squat de ferme dans cet espace rebelle. Jordan fait le lien entre son nouveau foyer et ses propres débuts d'activiste. Et il dit, ça c'est une citation, « Pour moi, c'était presque comme revenir à Claremont Road. Comme si Claremont Road avait en quelque sorte pris possession de 2000 hectares de terrain. Il y avait un sentiment très similaire à cet égard et très différent à d'autres. Donc, c'était une bonne façon de boucler la boucle. Et c'était bien que les camps Action Climat soient également à l'origine de la création de la ZAD. J'ai eu l'impression que c'était une évidence de venir vivre ici. Certains projets développés dans la ZAD faisaient également écho à d'autres mouvements, si on peut voir une maison à l'arbre. En 2016, la Rolandière, le collectif dont fait partie Jordan et aussi Isabelle Frémaux, érige un phare c'est la bibliothèque, érige un phare de 20 mètres d'eau à l'endroit où aurait été la tour de contrôle de l'aéroport. Au-delà de son sens burlesque, cette construction est aussi un monument de la communauté à elle-même. L'une de leurs références était le monument à la 3e internationale de Tatlin. Une autre était la tour de Dolly sur Claremont Road. Crise et changement coïncident à nouveau. En juillet 2017, Jordan passe 7 heures aux urgences, souffrant une paralysie faciale périphérique, paralysie de Bell, pour la 2e fois de sa vie. Pendant le processus de rétablissement, il reconnecte avec une dimension ésotérique
à laquelle il participait avant de s'engager dans le militantisme. Selon ses propres mots, il s'agissait du réveil de mon moi sorcière, un moi que la culture politique patriarcale moderne et rationaliste avait écrasé au début des années 80, avant de m'engager dans les mouvements d'action directe. À cette époque, il utilise chaque jour le tarot de Jodorowsky comme une forme de thérapie et de guérison. Avec le collectif d'artistes H, Frémaux et Jordan cofondent une collectif dédié spécifiquement au rituel. Ici, c'est la description. Les cellules d'action rituelle est en collaboration avec le duo d'artistes H, est né lors du premier anniversaire de l'annulation du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en janvier 2019 et se consacre depuis à l'organisation de rituels de soins pour célébrer les communs et le cycle de saison, principalement sur la ZAD. Pour Jordan, dans une société où l'art et la vie ne sont pas séparés, les rituels constituent la forme par excellence dans laquelle la créativité est intégrée dans l'existence. Mais alors que la ZAD développe ses structures, le gouvernement de François Hollande entame les procédures légales pour construire l'aéroport, ne reportant l'expulsion qu'en raison de la campagne électorale de 2017. Lors de ces élections, François Hollande est remplacé par Emmanuel Macron à la présidence française. Depuis 2018, le nouveau gouvernement déclare que l'aéroport ne sera pas construit et indique également sans détour que les habitants illégaux de la ZAD seront expulsés avant le printemps. En avril 2018, une vaste opération policière a lieu, comprenant un cinquième des forces de police de l'État. L'intervention détruit des maisons et utilise des grenades, des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc, blessant quelques 300 personnes. Au bout de 4 jours, le préfet de région décrète une trêve et convoque une conférence de presse annonçant que toute personne ayant rempli un formulaire peut rester sur la terre. Le formulaire est individuel et n'autorise que les projets agricoles. Cette nouvelle crée un fort conflit au sein de la communauté. Après d'intenses discussions, la majorité décide de remplir les documents, mais en détourne le sens par des stratagèmes juridiques visant à inclure l'utilisation collective d'espaces et des activités qui n'ont rien à voir avec la culture de la terre. Ainsi, 63 de ces 70 espaces de vie collective sont préservés. Au sein de la ZAD, cette légalisation partielle a généré des fortes tensions internes et à l'extérieur de la ZAD, de nombreux activistes et de sympathisants l'ont perçu comme une trahison. Si l'utilisation agricole des terrains est autorisée, ce n'est pas le cas pour l'utilisation des logements, dont le sort est incertain. Il y a actuellement 40 collectifs de presque 170 personnes. Les négociations sont en cours pour que la zone se voie reconnaître le statut de terre commune, qui dans la société européenne précapitaliste garantissait l'usage et l'autogestion de certaines parcelles. En partant d'une réactualisation militante, ils invoquent les formes de propriété collective antérieures à l'encarcellement des biens communs, dans une vision d'avenir réinventant certains éléments du passé. Jordan vit dans une yurte avec Issa et partage une maison commune avec sa collectif, la Rolandière, composée d'une dizaine de personnes, avec parfois l'impression de vivre dans les pages des nouvelles de nulle part de William Morris. Cependant, tout n'y est pas parfait. Les tensions internes sont récurrentes et pour résoudre les conflits entre les différents groupes, il essaie différents systèmes de justice communautaire. L'espace est fixe, mais comme tout écosystème, il est en constante transformation. Et pour revenir à J. Jordan, il s'agit de l'histoire d'une série de passages et de transformations qui performent des changements sociaux de manière collective et les soins de manière plus individuelle. L'idée du seuil et de la pensée non binaire renvoie à l'esprit même du laboratoire qui, sur son site internet, évoque la manière dont les possibles émergent dans ces espaces d'entre-deux,
les espaces trans, le monde non binaire, les ailes et lisières enchevêtrées. Depuis 2020, Jordan explore son identité non binaire après avoir passé la majorité de sa vie à la réprimer. Une troisième paralysie faciale marque à nouveau l'ouverture de ce nouveau seuil. Et il dit, ces moments sont d'élection. 56 ans d'une sorte de dysphorie bizarre, ne me sentant jamais dans mon corps, détestant en grande partie de la masculinité, étant toujours le seul garçon au cours de danse quand j'étais petit, et tout son vie trans secret où tout cela était caché. Mais la leçon à retenir est que le corps vous connaît toujours plus que vous le pensez, et que réprimer les désirs et avoir peur d'être jugé ou d'être un monstre est une recette pour la maladie et l'effondrement. Maintenant rétabli, Jay Jordan publie un livre avec Isabelle Fremont sur la salle. La narration de l'espace et le récit de Jay, comme toute vie et tout espace, continue comme un travail en cours. Merci